Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau Vrac DVD et Blu-ray, l'émission qui consacre à 100% le format physique avec les DVD et les Blu-ray issus de ma grande collection, notamment les deux vidéos en deux parties que vous pouvez regarder un peu plus tard. Le concept est très simple, je vous présente donc 10 films, que ce soit des films simples ou des sagas, en DVD ou en Blu-ray, voilà comme ça on se fait plaisir, je vous les recommande, etc. Bref, c'est aussi pour étaler mon ego de collectionneur. Et je vous mets en lien dans la description ou dans la vidéo la playlist de cette série Vrac DVD et Blu-ray, donc comme ça vous pouvez les rattraper tranquillement, de manière il n'y a pas vraiment de fil rouge à suivre, donc ça va. Voilà. En plus pour ce nouvel épisode, il fait super chaud, voilà, on est juste en mai, tout va bien, voilà, j'adore le réchauffement climatique, ou pas, je sais pas, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Il y a des choses intéressantes à vous montrer, donc pas de temps de niaiser, hein. On va commencer tout de suite, c'est parti. Et on commence fort avec Very Be Blood de Paul Thomas Anderson, voilà, un grand réalisateur de ces derniers temps, voilà, qui nous a fait notamment Magnolia, Phantom Thread ou encore le tout récent Licorice Pizza, que je tiens à préciser que j'ai au moins adoré ce film, oui parce qu'en effet son cinéma je n'accroche pas des masses, mais c'est pas de la merde non plus, hein, faut pas croire, sachant qu'il fait de très belles images, donc ça, y a pas de souci là-dessus. C'est un film que d'ailleurs mon école de cinéma m'avait recommandé de le voir avant de faire ma première entrée, donc oui il était dans une petite liste de films à voir, c'était un peu des devoirs limite. Oh là là, des devoirs, regarder des films, oh là là, c'est vachement pas sympa dis donc, voilà. Et du coup c'était un film que je ne savais pas ce que c'était et que j'avais envie de découvrir. Enfin oui, forcément parce que c'était essentiel, notamment pour la première année de l'école de cinéma, mais voilà, c'était un film qui me paraissait très curieux, et du coup je l'ai vu 2 fois même, et j'accroche un peu moins, disons-le, il y a de très belles images, ça y a pas de souci, les acteurs comme Daniel Day-Lewis s'en sort à merveille, voilà. Il y a aussi Paul Dano, voilà, qui est aussi formidable, bref c'est un très long film qui fait à peu près 3 heures, donc autant vous dire que ça va être très lent comme rythme plutôt, mais avec de belles images, ça au moins ça le mérite, avec une très belle musique aussi d'ambiance. Et en tout cas le film a plus happé les 30 dernières minutes, donc au moins j'ai pu apprécier la fin, que je ne vais pas vous spoiler évidemment, ça serait quand même un crime hein, de le faire. Mais voilà, je vous le recommande quand même, c'est un film très intéressant, très beau. Après il faut accrocher, ça c'est clair, surtout le cinéma de Anderson, il faut vraiment accrocher là-dessus. Mais voilà, notamment les prestations de Daniel Day-Lewis et Paul Dano, ça vaut le coup. Vraiment, ils se sont donnés à fond, avec quand même une histoire très noire, très réaliste, très historique. Donc il y a ce qu'il faut pour passer un bon moment, ou pas. Mais voilà, en tout cas, je vous le recommande, il est sympatoche. En tout cas, pour ces belles images. Dotaskaden d'Akira Kurosawa, et oui, c'est une petite tradition évidemment, toujours montrer le film Kurosawa, parce que j'adore ce réalisateur. Donc voilà, donc c'est un film très particulier, déjà parce que c'est pas un film sur les samouraïs, donc voilà, au moins je le dis, mais c'est aussi le premier film en couleur du réal, et oui, sorti en 1970 quand même, il a fallu beaucoup de temps au maître Kurosawa de s'y mettre à la couleur, pourtant c'était quelque chose qui n'était pas vraiment convaincu à l'époque, enfin, voilà, ça c'est dans les dires du making of, mais voilà, tout ça pour dire que c'était un grand changement pour le réal et aussi un grand parti risque, puisque voilà, on avait l'habitude de voir du noir et blanc et du très beau noir et blanc de ce réal, mais voilà. Et c'est aussi un film, disons-le, poétique, très spécial, très bizarre même dans sa forme, puisqu'en fait on suit beaucoup de personnages dans une micro-société de miséreux, hein, littéralement c'est des pauvres, et qui en fait chacun ont leur petit train de vie ou leur petit côté délire, et sous le forme en fait d'une poésie de rien du tout. Voilà, tout simplement en fait c'est un film qui parle de société, en fait de social tout simplement, avec des groupes de personnes différentes et le tout sous de la couleur jolie, voilà, un petit côté arc-en-ciel, poétique à la fois, donc ce que nous a donné notre cher Kurosawa. Et c'est vraiment un film vraiment très très beau, je trouve, et ça a été vraiment une super découverte de ce film, comme quoi Maître Kurosawa ne fait pas que des films samouraïs, encore une fois. Il n'y a pas Toshiro Mifune non plus, mais voilà, ça montre aussi le talent de ces acteurs aussi, qui sont très très bien. Enfin, ils sont tous très bons d'ailleurs. Voilà, je vous le conseille si vous avez envie d'avoir un peu d'expérimentation, et notamment voir du cinéma japonais en couleur, c'est bien, voilà. Je vous le conseille, il est très bien, et très spécial.
Et on continue avec un magnifique steelbook Blu-ray de la folle journée de Ferris Bueller's, ou Ferris Bueller's Day Off pour les plus intimes, voilà, de John Hughes. Voilà, un film culte des années 80 de la jeunesse américaine. Bref, un film qui est superbe, je trouve encore aujourd'hui, avec le légendaire Matthew Broderick, qui incarne du coup Ferris, donc un jeune ado très fantasmique sur le côté rebelle et malin à la fois, avec donc dans une folle journée qui l'accompagne avec ses amis, notamment à bord d'une Ferrari, quand même pas trop mal, pour faire des bêtises avec. Et justement, c'est vraiment un film très édulcoré de la jeunesse, parce que justement John Hughes, il comprend ce que c'est la jeunesse, voilà, il n'en fait pas des clichés sur pattes, surtout que voilà, Monsieur Hughes, c'est aussi un réalisateur et un scénariste de beaucoup de films familiaux que vous connaissez peut-être, notamment Uncle Buck, mais aussi Breakfast Club, et aussi scénariste des 2 premiers films Maman j'ai raté l'avion, ou encore Beethoven. Voilà, donc vraiment c'est quelqu'un qui sait faire des films familiaux, qui comprend les familles, qui comprend la jeunesse. Voilà, donc ça c'est on fait une super comédie vraiment superbe, avec des moments un petit peu brisage du 4ème mur, notamment le personnage de Ferris qui parle directement au spectateur, notamment dans sa fameuse scène post-générique en peignoir, que bien sûr Deadpool a repris, en moins bien, mais voilà, ça reste quand même un film très culte pour son époque. Et pourtant, Ferris Bueller n'est même pas le personnage principal, en tout cas, on pourrait nous laisser croire, mais pas du tout. Voilà, c'est surtout un de ses amis qui va être le personnage principal, celui qui aura des vrais problèmes d'adolescent, et auquel Ferris, lui, c'est juste le fantasme de l'ado parfait, de l'incarnation de la jeunesse rebelle, dynamique, vraiment assez plaisante. Et encore une fois, un film totalement sympathique, avec des clins d'œil par-ci par-là au cinéma de genre et autres films qu'aime beaucoup John Hughes. Bref, un film que je vous recommande chaudement, c'est vraiment un film vraiment superbe, très drôle, très dynamique, et qui comprend très bien la jeunesse, encore une fois, voilà, et ça c'est bien, voilà, et en plus dans un magnifique steelbook, ça n'a pas de prix, vraiment. Et on va partir sur quelque chose de plus triste avec Elephant Man de David Lynch, qu'on n'en parle pas beaucoup sur la chaîne évidemment, parce qu'en fait c'est le seul film de David Lynch que j'ai actuellement, donc honte à moi, voilà. Mais voilà, ça reste sinon un très beau film, un film très culte évidemment, du réal, et pourtant c'est peut-être même pas son meilleur film, très clairement, mais c'est un film d'une sobriété et absolue, du noir et blanc, très beau aussi, et donc très triste comme film, puisque ça raconte sur l'histoire vraie de John Merrick, qui a eu une malformation à sa naissance, ce qui lui fait qu'il a une sorte de syndrome d'éléphant. Bref, en gros, il a un visage difforme, monstrueux, même dans l'époque de l'ère victorienne en Angleterre, et du coup il devient une sorte de freaks, donc un monstre de foire, auquel d'ailleurs le réalisateur en fait des références, notamment aussi sur les débuts du cinéma, qui évidemment venaient de la fête foraine, etc. Mais bref, là on suit vraiment sur le parcours tragique de ce monsieur, enfin John Merrick, qui va vraiment nous faire pleurer à chaque instant, avec quand même une superbe interprétation de John Hurt, mais aussi d'Anthony Hopkins, voilà, qui représente vraiment l'humanité vraiment absolue. Donc tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc non plus, mais vraiment ce film est assez poignant, je trouve. Même si ça peut être un film à tire à larmes, on est bien d'accord, mais ça reste un très beau film sur l'humanité, la médiocrité, sur tout en fait finalement. Et qu'est-ce qu'être humain en fait finalement dans ce film. Et justement Lynch nous interroge là-dessus à chaque fois. Voilà, donc c'est peut-être pas le meilleur film de David Lynch, mais voilà, je vous le recommande quand même. Ça peut être un premier film d'accessibilité, parce que quand même le réal, c'est assez complexe quand même à analyser par moment. Bon, après on attend toujours un nouveau film de sa part, mais voilà. En tout cas, ça peut être une bonne porte d'entrée si jamais vous n'avez jamais vu d'un film de David Lynch. Voilà. Donc je vous le recommande, il est très bien, je trouve. À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Et oui, il fallait bien que je parle de Godard à un moment donné dans cette émission. Bon, je suis pas un grand fan du réal, mais voilà. Mais À bout de souffle reste quand même un film très intéressant, et même peut-être même le meilleur film de ce réal, voilà, tout simplement, parce que c'est son premier film, mais c'est aussi un des premiers films majeurs de la nouvelle vague en France, donc clairement c'est quand même une époque de cinéma très importante, qui va notamment contribuer pour le nouvel Hollywood plus tard, et les autres nouvelles vagues à l'étranger. Bref, en France, on donne les idées, très clairement. Et notamment aussi l'un des premiers rôles majeurs de Jean-Paul Belmondo, donc notre cher Bébel, à jamais dans le cœur, qui nous livre donc un film très sympathique sur vraiment le côté voyou, en vadrouille, et vraiment le côté un petit peu campagnard, citadin aussi dans ce film,
Donc un film assez décalé de son époque, mais vraiment très efficace dans sa réalisation. Encore une fois, je précise, la nouvelle vague française, c'est aussi le moyen en fait de transposer les caméras en dehors des gros studios. Donc très clairement, on voyage dans ce film, et ça c'est plutôt une très bonne chose en soi. Donc vraiment, on suit vraiment le parcours de ce jeune voyou qui va faire d'hétacombe en hétacombe, vraiment jusqu'au dénouement final, que je ne vais pas spoiler évidemment. Voilà, mais avec un extrait très culte de Belmondo qui marque à jamais ce film. Donc très clairement, même si je suis pas fan de Godard, je vous le conseille quand même ce film, il est pas très long en soi, et surtout il est très intéressant dans sa forme pour l'époque. Bref, donc encore une fois, une des premières œuvres majeures de la nouvelle vague en France, voilà, qui a marqué à jamais dans le cinéma, tout simplement. Voilà. Et si vous aimez pas le cinéma, et allez vous faire foutre. Ah mais je vous le dis de manière cordialement. Hein. Ok, je vais rater les imitations. Tout ça pour dire que Wall-E d'Andrew Stanton est un sublime Pixar qui n'a pas beaucoup vieilli, hein, que je l'avais vu au cinéma quand j'étais gosse, et qui pour moi est peut-être mon Pixar préféré. Et pourtant ça n'a pas été très facile à choisir parce qu'il y avait de la concurrence, notamment la saga Toy Story, Les Indestructibles, Ratatouille ou encore vice versa. Bref, vraiment du Pixar vraiment de qualité, et ça c'est vraiment un studio qui a toujours eu des qualités, même si entre temps ils ont eu une baisse de qualité donc dans leur dernière production. Mais pour moi Wall-E c'est vraiment l'étape franchie de Pixar en termes de poésie, de science-fiction, d'aventure et de mignon aussi, voilà, ce petit robot là il est pas si mignon, hein, voilà, et vraiment c'est vraiment bluffant pour l'époque encore aujourd'hui. Alors il y a son petit côté écologique aussi par moment, mais je trouve que c'est pas d'une manière très forcée, et au contraire ça encourage et ça initialise les plus jeunes, comme les adultes aussi, qui seront dans le film. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un sublime film, vraiment pour enfants et même pour adultes, avec des sous-textes, des contextes vraiment très particuliers. Et voilà, il y a de très belles images, c'est une très belle musique aussi d'ailleurs, et une superbe relation entre Wall-E et Eve, qui est peut-être pour moi l'une de mes relations amoureuses préférées. Et oui, une relation robotique, voilà, qui ça ils sont forts, hein, n'empêche. Voilà, et franchement c'est adorable, c'est vraiment très mignon, très prenant aussi, et c'est très intelligent. Donc voilà, ça c'est le savoir-faire de Pixar comme on aime. Et regardez-le, il est juste mignon là sur la jaquette, voilà. Bon bref, tout ça pour dire que je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un petit Pixar que j'aime beaucoup, et voilà, ça n'a pas de prix, voilà. L'âme des guerriers de Lee Tamahori dans une sublime édition Blu-ray DVD récente que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Un film que j'en avais beaucoup entendu parler, puisque c'était aussi l'un des premiers rôles majeurs de Temuera Morrison, acteur néo-zélandais que vous connaissez forcément en tant que Jango Fett dans la trilogie Star Wars, ou Boba Fett dans une série que je préfère pas me prononcer là-dessus. Bref, donc c'est un film très important pour le paysage néo-zélandais, notamment film d'auteur néo-zélandais, clairement. Et pourtant, Lee Tamahori partait de rien, puisqu'il était quand même premier chef, assistant réalisateur, pardon, sur le film Furio ou Merry Christmas Mr. Lawrence de Nagisa Oshima. Et oui, c'est pas rien quand même. On en parlera un jour de ce film, hein, vous inquiétez pas. Bref, donc un film que je connaissais pas vraiment l'histoire, le synopsis, vite fait. Et franchement, je me suis pris une sacrée claque, parce que c'est vraiment le genre de film que je m'y attendais vraiment pas. Je vais pas vous spoiler, mais je comprends mieux pourquoi le film a fait beaucoup polémique à sa sortie en Nouvelle-Zélande et aussi au Festival de Cannes notamment. Et c'est un film très très fort, vraiment très fort émotionnellement, vous n'avez pas d'idée ce qui vous attend dans ce film. Pourtant, on pourrait croire que ce serait juste un film assez classique, avec un gars qui est un peu alcoolique, mais qui va en fait faire des combats de rue, tu sais, pour restaurer le côté de ses ancêtres et sauver sa famille. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas du tout ça. Et croyez-moi, vous allez peut-être pas sortir un des mecs ce film. Bon, c'est pas non plus un Gaspard Noé, hein, faut pas déconner, mais on se rapproche pas loin. Voilà, autant vous dire que c'est vraiment un film très très fort, qui a inspiré aussi, enfin en fait ça a été adapté d'un livre d'un auteur néo-zélandais qui a un petit peu en partie vécu ce genre de réalisme. Et du coup oui, c'est un film très très fort pour la communauté maori, avec le côté délaissé des occidentaux, dans une moindre mesure.
Et du coup oui, on suit un personnage qui est au chômage et qui est complètement alcoolique et qui s'en prend comme un gros fils de... voilà, avec sa famille. Voilà, donc autant vous dire que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un film très très fort émotionnellement. Vraiment c'est un film d'une beauté vraiment, de la photographie très intéressante, avec la musique, notamment composée sur d'anciennes chansons rites de la culture maori. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, c'est vraiment ce genre de film que... Voilà, tu t'attends pas vraiment, et très clairement je vous le conseille vraiment, ne serait-ce pour ça. Et Temuera Morrison, c'est vraiment un super acteur, encore une fois, qui a bon, un petit peu été un peu délaissé entre temps, mais je trouve vraiment formidable ce film. Et quant à Lee Tamahori, bah juste après il aura pas fait une superbe carrière de réalisateur, puisqu'il aura quand même fait un des pires James Bond par la suite, et Triple X aussi Force, un truc comme ça avec Vin Diesel, enfin... Voilà, le mec qui se perd complètement dans des blockbusters insipides, mais c'est fort dommage parce que franchement, il avait tout pour être un très bon réal dans son pays. Bah, c'est un peu dommage. Mais si vous voulez découvrir un petit peu plus du cinéma océanique, et ben, je vous le conseille. Voilà, et comme je vous le dis, il est très très fort émotionnellement, donc je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Ou pas. Voilà, je vais quand même pas vous le survendre, mais je vous le conseille quand même. Et on enchaîne avec les grands classiques du cinéma, évidemment Alfred Hitchcock, avec son Sueur froide, troisième et dernier film d'Alfred Hitchcock que j'ai en ma possession, pour l'instant évidemment. Bref, donc un classique vraiment superbe, avec un James Stewart et un Kim Novak qui sont vraiment fabuleux dans ce film, notamment de la réalisation qui est aux petits oignons, vraiment pour l'époque. Donc là on suit vraiment un détective qui va repêcher une femme tout en suicidaire mais amnestique, et qui va en fait enquêter dans une affaire un peu louche, et assez bizarre aussi. Et aussi la particularité, c'est que cet homme a aussi le mal de l'attitude, notamment avec la fameuse scène du début très culte où très clairement Hitchcock joue avec la caméra vraiment pour la reculer et donc donner ce côté vertigineux, malaisant. Et ça c'est vraiment un grand maître là-dessus. Tout ça pour dire que clairement Sueur froide c'est vraiment un film très prenant, peut-être pas non plus dans mes Hitchcock préférés, mais très clairement c'est un film qui a vraiment une grande réalisation de maître, avec des acteurs toujours au top, un scénario en béton, et qui va jusqu'au bout de son truc, tout simplement. Et vraiment, c'est vraiment un fabuleux film, sur lequel je vous conseille, évidemment, si vous n'avez toujours pas vu. Vraiment un film, encore une fois, très prenant, et même très malsain aussi dans son concept. Et très clairement, on suit vraiment avec stupéfaire, en fait, l'enquête de notre cher James Stewart, et son côté mal-être avec... l'attitude justement qui en fait nous donne vraiment cette émotion là, et ça c'est vraiment très très fort encore une fois pour l'époque et même encore aujourd'hui. Donc voilà, donc dans un sublime DVD que j'aime beaucoup aussi, avec un disque bonus, ça c'est un petit régal. Voilà, donc je vous conseille si vous n'avez toujours pas vu des films Hitchcock ou ce film, alors il vaut vraiment le coup. Voilà, donc autant vous dire que vous avez passé un très bon moment. Je vous déconseille si vous avez déjà le mal de l'attitude, voilà, c'est juste au cas où vous le dire. Et on continue avec les classiques et avec un de mes films préférés, Lawrence d'Arabie de David Lean, qu'on avait déjà parlé sur la chaîne, notamment avec le pont de la rivière Kwai. Bref, un réalisateur que j'aime beaucoup aussi et qui fait vraiment des grands films, des grandes fresques épiques. Et Lawrence d'Arabie ne fait pas exception, retraçant sur la vie vraie d'un officier britannique qui va s'immerger dans les tribus arabes et qui va en fait les pousser à la révolte contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Bref, c'est vraiment un film d'une beauté incroyable et d'une fresque épique, encore une fois comme je le dis, vraiment sur le côté humanité et vraiment le côté paysage désertique, vraiment à couper le souffle pour l'époque, et avec des acteurs de renommée, notamment Omar Sharif ou encore Alec Guinness qui rejoignent le casting. Bref, c'est vraiment sublime, et le tout avec la musique culte de notre Frenchie Maurice Jarre, qui devient d'ailleurs le compositeur attribué de David Lean, pratiquement dans tous ses films je crois. Bref, tout ça pour dire que c'est un grand film que je vous conseille de le voir. C'est vraiment un film très très beau. Il dure quand même assez longtemps, donc 3 heures je crois, et encore avec la version longue. C'est un film d'ailleurs recommandé par l'école de cinéma, que je devais voir avant la première année. Enfin, voilà, donc j'ai pu le revoir de manière très dilatante et voilà, très chaleureux. Et on ressent vraiment la réalisation dans le désert qui est vraiment très réaliste et encore une fois, je le redis jamais assez, mais très épique, vraiment avec vraiment des passages cultes, une aventure à couper le souffle encore une fois, et quelque chose de très envergu. Voilà. Donc, si vous avez envie de voir un film de guerre poétique, très beau, et du côté un peu humanité, je vous conseille évidemment ce classique qui est vraiment fabuleux encore une fois.
Et je vous conseille tous les films de David Lean qui sont aussi très fabuleux aussi. Voilà, ça c'est pas un réel de merde, ça c'est clair et net. Do you feel lucky, punk? Voilà, pire imitation de Clint Eastwood de l'histoire. Bref, mis à part ça, l'inspecteur Harry, donc une grande saga avec Clint Eastwood évidemment. Après la trilogie de l'art, forcément Clint Eastwood allait s'attaquer à une saga aussi culte et marquante, à savoir celle de l'inspecteur Harry, voilà, qui montre sa puissance, encore une fois, du bonhomme. Vraiment un côté policier ultra badass et ultra kiffant aussi pour l'époque. Donc composé de 5 films à ce jour, et avec un Clint Eastwood toujours aussi au top de sa forme, et ce malgré les aléas des réalisateurs plutôt de différents films. Mis à part ça, ça reste une saga très satisfaisante. Donc le premier film, l'inspecteur Harry, culte de Don Siegel, évidemment un très grand film de son époque, vraiment avec une réalisation au top, aux oignons, le côté policier super badass, avec encore une fois Clint Eastwood qui montre encore plus ses capacités de surhomme et d'une réflexion très intelligente. Bref, donc vraiment le premier film il est très culte, je vous le conseille. Le deuxième film, Magnum Force de Ted Post, donc Ted Post qui n'est pas inconnu puisqu'on a déjà parlé vite fait sur la chaîne, notamment c'est lui qui a fait la suite de La Planète des Singes, de la saga originelle, je parle. Et donc Magnum Force qui est une très bonne suite avec un scénario encore plus renforcé et vraiment plus encore prenant. Et pourtant c'est écrit par deux bonhommes inconnus, à savoir John Milius et Michael Cimino. Ouais, ils sont pas très connus, très clairement. Et ça renforce encore plus le côté politique et le côté remise en question de la police, évidemment, mais d'une force surprenante. Ensuite, le troisième film, L'inspecteur ne renonce jamais, de James Fargo, donc un film pas aussi extra je trouve, mais assez sympathique, avec le côté un peu féministe, notamment avec la coéquipière de Clint Eastwood qui se trimballe dans le film, qui pourtant est plutôt bien géré, et même son fameux discours un peu macho, mais qui donne une bonne réflexion et surtout des conséquences dans l'histoire. Voilà, donc un film très sympathique mais pas aussi mémorable. Le retour de l'inspecteur Harry, voilà le quatrième film, réalisé par Clint Eastwood, et oui, Clint Eastwood réalise des films, je tiens à le rappeler, qui est vraiment très fort dans ce film, très fort en émotion, et qu'on comprend très bien les enjeux de l'antagoniste, pour pas spoiler, mais très clairement, c'est un film qui est remis en question sur le code de la justice et de la vengeance, et vraiment c'est très fort encore une fois comme film, donc je le conseille évidemment. Et enfin, La dernière cible de Buddy Van Horn, si je dis pas de bêtises, donc un film sympa mais sans plus, avec comme rôle Liam Neeson et même un petit rôle pour Jim Carrey. Ça reste une enquête assez banale je trouve, mais bon, qui passe bien le temps. On peut aussi noter la présence du groupe Guns N' Roses dans le film, donc c'est déjà pas mal, voilà. Bon, après comme dernier film, franchement c'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais ça reste plus ou moins sympa. Bref, donc une saga culte que je vous conseille fortement si vous êtes fan de Clint Eastwood. L'inspecteur Harry c'est quand même aussi des bons modèles de films policiers, de buddy movies et d'action même littéralement, et rendant encore Eastwood encore plus badass qu'il était avant. Voilà, quoi. Tout simplement c'est sa consécration clairement dans sa carrière que je conseille, encore une fois évidemment. En tout cas je vous conseille surtout le premier film, le deuxième film et aussi le quatrième. Voilà. Après le 3 et le 5, c'est un peu en dessous. Voilà, ça après c'est mon avis purement subjectif. Voilà. Et voilà, cette vidéo va s'achever. En tout cas, j'espère que cet épisode VRAC DVD et Blu-ray vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait toujours aussi plaisir de vous présenter du coup d'autres films, mais aussi issus de ma collection. Voilà, encore une fois, ça fait toujours plaisir. Pourquoi je mets ces lunettes à la con, franchement. Enfin bref, vous pouvez me suivre sur Twitter, auquel je suis très active, que ce soit des tweets à la con ou des tweets en rapport avec la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à suivre pour les avancements des prochaines vidéos. Mais aussi sur Discord si vous voulez discuter, et sur Letterboxd parce que je fais aussi des listes de films, etc. Bref, vous pouvez très bien me suivre ailleurs que sur YouTube. Voilà, et bien j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et puis on va se retrouver pour de prochaines vidéos. Voilà, et puis sur ce, je vous souhaite quand même, peut-être un bon été, voilà, qui sait, et tout ça quoi. Voilà, allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ah, l'été, il fait beau, il fait chaud.
savent la référence.